19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 19 octobre 2019. Les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2019, dite session budgétaire, se poursuivent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce matin, en séance plénière, sur le ministre en charge des télécommunications qui était devant les élus nationaux dans le cadre des questions d'actualité. Le résumé avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Cette plénière de la représentation nationale placée sous la présidence du deuxième vice-président de l'institution, l'honorable l'imam Ali Mahamadou, a vu les élus nationaux se consacrer à une de leurs prérogatives, qui est la question d'actualité aux membres du gouvernement. À la barre, le ministre en charge des télécommunications, interpellé par l'honorable Hadiza Seyni, relativement aux conséquences de l'implantation des pylônes des opérateurs de téléphonie mobile. En ce qui concerne les infrastructures de télécommunications, les infrastructures passives de télécommunications, notamment les pylônes dont elles viennent de faire cas, leur implantation est réglementée. Elle est réglementée au même titre que les stations d'essence que vous voyez. Il y a un certain nombre de critères pour que ces pylônes-là puissent être installés. Et pour cela, d'ailleurs, notre pays a réglementé, il y a une loi qui dit qu'il doit y avoir partage des infrastructures entre les différents opérateurs. Certes, il y a certainement un problème de respect de cette loi par les opérateurs, du fait que si un opérateur est déjà présent dans une localité avec ses infrastructures, les autres opérateurs, si c'est dans un village, peuvent louer. Et c'est par rapport à ces frais, et vous le savez bien que c'est un monde qui est libéralisé, qui a une certaine concurrence. Donc tout cela fait qu'il y a pas totalement respect des normes qui ont été établies par rapport à l'implantation de ces pylônes. L'auteur de cette question d'actualité a déclaré en marge de cette séance ne pas être satisfaite et pour cause. Parce qu'il n'a pas répondu à ma question, je demandais est-ce que les opérateurs de téléphonie mobile contribuent donc à la prise en charge des malades atteints de cancer, sachant que ces pylônes-là émettent des ondes radioactives. Et ils disent qu'il n'y a pas d'études, mais c'est au Niger de faire l'étude, c'est à son ministère de faire l'étude. Ce n'est pas à quelqu'un de faire l'étude, c'est à lui avant de faire ses études. Parce que nous voyons des documentaires. Vous mettez des documentaires dans les télés où ces antennes-là émettent des ondes radioactives qui sont quand même source de cancer. Et dans les autres pays, ces opérateurs de téléphonie mobile contribuent à la prise en charge des malades atteints de cancer. Mais il n'a pas répondu à ma question. A noter que pour le ministre des Affaires étrangères, Kalla Moutari, auprès duquel deux élus nationaux voulaient avoir des éclaircissements, rendez-vous est pris le 26 octobre prochain, car l'un des auteurs des questions serait en déplacement en ce moment. En marge de cette séance plénière, les élus nationaux au titre de la région de Difa ont rendu publique une déclaration. Elle est relative à la situation d'inondation dans cette partie du pays. Nous vous invitons à suivre un extrait de cette déclaration lue par l'honorable Moussa Abari. Au moment où la situation sécuritaire connaît une relative accalmie, les catastrophes naturelles dues au changement climatique continuent de causer de graves dégâts, tant sur les productions agricoles que sur des aires de pâturage et les lieux d'habitation. C'est ainsi que cette année 2019, la campagne agro-silvopastorale est compromise à cause des attaques des sauteriaux, une mauvaise répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. À cette situation sont venus s'ajouter des inondations précoces d'une rare intensité dans le lit de la Komadougou-Yobé. Et ce, depuis le début de ce mois d'octobre, à ce jour, on dénombre 200 ménages, soit 1060 personnes sinistrées à Chétimari. À Difa, on dénombre 822 ménages, soit 4110 personnes sinistrées. Dans la commune de Méné-Soroa,
on dénombre 2819 ménages, soit 18 103 personnes sinistrées. À cela, il faut ajouter plusieurs hectares de rizières et de champs de poivrons engloutis. Cette estimation est provisoire car les inondations continuent progressivement en remontant les communes de Gueskero et de Bosso. Du fait de cette inondation, les besoins urgents se présentent comme suit. La relocalisation des personnes sinistrées, la prise en charge alimentaire et sanitaire des sinistrés, la création des conditions d'alimentation en eau potable et en hygiène et assainissement, la protection des zones potentiellement inondables, etc. À cette occasion, nous exhortons le gouvernement à une prompte réaction pour une prise en charge adéquate des populations sinistrées ainsi que la définition de stratégies durables pour faire face à de telles situations devenues chroniques. Aux partenaires techniques et financiers, une prompte réaction pour soulager les populations sinistrées, tant du point de vue des abris que de la prise en charge alimentaire et sanitaire. Appelons à une solidarité nationale pour faire face à cette nouvelle crise humanitaire. Le fichier électoral biométrique à Zender, malgré les assurances du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le processus semble se buter à d'énormes difficultés depuis son démarrage, d'où cet appel des organisations de la société civile de Zender à travers une déclaration résumée ici par notre correspondant régional Ben Salah Moussa depuis Zender. Initialement prévu pour le 1er octobre, le début de l'enrôlement des électeurs pour la confection du premier fichier électoral biométrique du Niger n'a été effectif que le 15 octobre, soit 2 semaines de retard par rapport au chronogramme de la CENI. La mise en œuvre de ce processus est sujette à des difficultés endogènes et exogènes. Parmi ces difficultés rencontrées par la CENI, le retard dans la signature par les juges et la remise des actes d'état civil à leurs propriétaires en raison du mouvement d'affectation décidé lors de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a aussi l'insuffisance du personnel due au désistement des étudiants et enseignants qui ont été pourtant recrutés et formés et le retard de décaissement au profit de la CENI. Par ailleurs, le bureau de l'informatique et des fichiers biométriques a également fait état d'un dysfonctionnement constaté au niveau de 1500 kits, dont 500 tablettes par manque de logiciels. En tant qu'acteur de la société civile, nous disons qu'il n'est pas encore trop tard pour pallier à ce problème d'incompréhension et d'exclusion, parce qu'il y a exclusion à cet effet à ce niveau. Donc il faudrait qu'en tant que Nigériens, nous nous mettons tous autour d'une table pour discuter véritablement des points de divergence qui caractérisent en tout cas la composition de la CENI, le code électoral, et en ce moment on peut parler d'une éventuelle question de recensement. Ce sont donc ces couacs en série qui ont retardé le démarrage effectif de l'enrôlement des électeurs, une phase décisive pour la poursuite du processus électoral. Il convient d'ailleurs de relever que ces risques de défaillance ont été à maintes reprises soulignés par l'opposition politique qui doute de la régularité du processus, mais aussi par l'Alliance pour la République APR, alliée à la MRN au pouvoir, et qui a aussi alerté sur le risque de voir le processus pris en otage si des mesures de correction ne sont pas prises dès à présent. Les élections ne peuvent en aucun cas être libres, transparentes et apaisées quand une partie, quand une frange de la classe politique n'adhère pas au fichier biométrique électoral. Et c'est ce qui fait en 2016, on se rappelle, il a fallu que l'OIF vienne auditer le code, le fichier électoral. Vous le savez très bien au même titre que moi. Donc autant régler ça alors pendant qu'il est encore temps.
Malgré ces difficultés dont certaines sont encore loin d'être solutionnées, le gouvernement et la CENI se sont voulus rassurants. Il va falloir attendre les prochains jours ainsi que l'effectivité du démarrage de l'enrôlement pour tempérer le pessimisme ambiant. Une rude épreuve pour la CENI qui va devoir donner les épreuves de son assurance alors qu'elle est déjà fortement contestée par l'opposition politique qui continue de boycotter le processus électoral à presque un an du début des scrutins. Près de 2 mois après la fermeture de la frontière du Nigeria, le Niger commence à ressentir les effets négatifs de cette fermeture sur l'économie locale. Pour le président de l'ADDC Wadata, cette décision, si elle perdure, même la population du Nigeria va souffrir. Maman Nouri, il est le président de l'ADDC Wadata. La fermeture de la frontière du Nigeria, c'est un gros handicap en matière économique, en matière d'échanges commerciaux pour le Niger. Presque 80% de nos échanges commerciaux se font avec le Nigeria. Et cette fermeture a eu un impact notamment sur plusieurs produits de consommation. Non seulement sur plusieurs produits de consommation, mais surtout la fluidité des échanges, la rapidité des échanges. Donc de ce fait, on a constaté sur le terrain une hausse des prix de produits et même une rareté de certains produits. Du fait de cette rareté, cette hausse impacte beaucoup sur le quotidien du Nigeria. Je vais prendre quelques exemples. Le ciment. Bien que nous importons du Bénin et du Togo, nous constatons que le ciment a augmenté de prix. Malgré notre production nationale, la passé de 90 000 francs la tonne, parfois à 120 000 francs la tonne. Et là, c'est sérieux. Ça veut dire que réellement, ce que nous consommons en termes de ciment, pour l'essentiel, ça vient du Nigeria et ça a un impact sur la stabilisation des prix et surtout sur l'accessibilité du ciment au Niger. Maintenant, en ce qui concerne le produit alimentaire, quand vous prenez la simple farine de manioc, là aussi nous reconnaissons, on importe du Bénin, on importe du Togo, mais la plus grande quantité, on l'importe du Nigeria. De ce fait, du fait de cette fermeture, le prix aussi a augmenté. Pratiquement dans la bande sud du pays. Je ne pense pas si la population du Nigeria va supporter dans la durée cette fermeture qui anéantit pratiquement la question de la fraude, qui anéantit pratiquement la question du commerce informel. Parce que toute la bande sud de notre pays et toute la bande nord du Nigeria, c'est de l'informel, ce n'est pas du formel. Et c'est ça qui fait la puissance de l'économie du Nigeria. C'est que nous craignons peut-être la révolte. C'est vrai, c'est sur le plan sécuritaire, mais c'est plus sur le plan économique. Mais il faut savoir s'arrêter à temps. Il faut savoir circonscrire les choses. Et surtout gagner sur les acquis, sur ce qui pouvait être amélioré. Mais dans la durée, toute l'économie de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement tous les pays limitrophes du Nigeria, en particulier le Niger, on va continuer à souffrir. Début ce matin à la maison de la presse d'un atelier de 48 heures en cadrage et montage vidéo au profit d'une trentaine de techniciens des médias. Cela rentre dans le cadre du renforcement des capacités des hommes des médias initié par la maison de la presse et la cellule d'appui MCA. Le compte rendu avec Asma Osedou et Chebou Guisson. C'est une mission que s'est assignée la maison de la presse accompagnée par la cellule d'appui MCA, de renforcer la capacité des hommes des médias. Une semaine auparavant, c'étaient les journalistes qui étaient à l'honneur et pour cette phase, la formation concerne les techniciens, à savoir les opérateurs de prise de vue et les monteurs. Depuis le début de cette année, en partenariat avec la cellule d'appui au MCA,
nous avons initié une série de formations. Plusieurs formations ont été déjà organisées ici à Niamey comme à l'intérieur du pays. Et cette fois-ci, c'est le tour des OPV et des techniciens qui sont dans nos rédactions. Depuis fort longtemps, nous avons oublié les gens de l'ombre, comme on les appelle. Et il fallait vraiment maintenant, avec l'évolution de la technologie, penser à un renforcement des capacités de ces hommes et des femmes qui font un travail formidable dans les rédactions et dans les différents organes des médias. C'est pourquoi donc nous avons initié cette formation, leur permettre d'acquérir certaines connaissances qu'ils n'ont pas eu peut-être à l'école ou avec les nouvelles technologies qui se développent maintenant. Donc c'est pour nous une façon d'apporter un appui de plus à ces hommes des médias et aux médias nigériens. Et dans cette même lancée, nous poursuivons aussi avec d'autres initiatives dans ce sens-là. Et je l'ai annoncé très prochainement, nous allons mettre en place au niveau de la maison de la presse un studio de production qui va continuer, qui va être un cadre de formation, de renforcement des capacités, mais aussi de production de qualité qui va venir enrichir le contenu des médias nigériens. Donc ces mêmes initiatives, c'est cette même lancée qui se poursuit comme effort de la part de la maison de la presse pour permettre aux médias nigériens de devenir compétitifs. Vous n'êtes pas sans savoir maintenant avec les antennes paraboliques et autres, nous sommes inondés par des médias internationaux, donc il nous faut obligatoirement nous mettre à niveau pour permettre d'être compétitifs, sinon nous allons perdre même les téléspectateurs au niveau national. Ainsi, 2 jours durant, ces techniciens de l'audiovisuel seront outillés sur plusieurs thématiques. Culture dans cette édition avec le lancement officiel hier après-midi au ministère de la Jeunesse de la 6e édition du festival Rue Danse Niger, suivi d'une parade de danse dans les rues de Niamey jusqu'au CCFN. Abdrazak Léo pour les comptes rendus. Et c'est parti pour la 6e édition du festival Rue Danse Niger. Spectateurs, danseurs et autorités dans l'enceinte du ministère de la Renaissance culturelle, le spectacle était au rendez-vous. Un festival qui vient à point nommé à ces horizons-là où nous sommes en train de faire en sorte que la culture soit prise à sa juste valeur dans les politiques publiques et où on sent un besoin de diversement, un besoin de distraction. Je pense que les initiateurs sont en train d'être salués. Et là, c'est l'illustration d'un partenariat public-privé entre les initiateurs et les promoteurs privés, puis l'administration. Et je pense que c'est quelque chose à encourager. C'est un festival qui arrive à montrer la beauté de l'art en général, mais en particulier la danse. Mais la particularité de notre festival, c'est un festival qui montre les différents styles, les différents types de danse, que ce soit la danse traditionnelle, contemporaine, hip-hop, break, moderne, tous les styles. Mais aussi la particularité, nous, on va à la rencontre, à la recherche du public. Vous avez vu déjà une balade dansée qui a commencé par une parade. Donc on va traverser la ville, il y aura des centaines de personnes qui vont continuer à nous suivre. On installe nos festivals dans les lieux conventionnels qui sont les théâtres, comme ceux du CCFN, les Rouges, mais aussi on va dans les marchés, dans les places publiques, dans les maisons, dans les quartiers périphériques. Donc c'est ça la richesse de notre festival, de différents styles, mais aussi on explore tous les différents espaces qu'il peut y avoir. À travers cette philosophie, nous avons pu toucher un maximum de jeunes, un maximum de public et qui ont pris l'amour de la chose et qui se sont engagés, qui ont embrassé cette carrière de danseurs. Beaucoup de danseurs ont commencé à danser en tant que danseurs professionnels ou semi-professionnels à travers ces festivals. Ça fait 6 ans que nous sommes en train de développer ces festivals-là et on voit les retombées des fruits de ces festivals qui continuent en tout cas à émerger à travers leur création. La particularité de cette 6e édition, nous avons fait une ouverture large au niveau de la programmation. D'habitude, c'est des compagnies professionnelles, mais cette année, nous avons travaillé avec des jeunes amateurs qui sont des différentes localités de la région du Niger, à savoir la Telavérie, Niamey et Zender. Mais aussi, nous avons travaillé avec des réfugiés maliens qui sont au Niger, des réfugiés maliens qui sont au Burkina. Donc, vous allez voir dans la programmation, il y a des réfugiés qui dansent. Et il y a beaucoup d'amateurs aussi qui ont eu à suivre la première fois leur formation et qui arrivent aujourd'hui à donner quelque chose de presque professionnel.
S'en est suivi une restitution, toujours dans l'enceinte du ministère, et une parade dansée dans les rues de Niamey en partant du dit ministère jusqu'au CCFN Jean Houch. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. La jeunesse nigérienne est pleine de talent et elle n'attend que l'occasion de s'exprimer, et le CCFN, ses partenaires, sont là pour l'aider à s'exprimer. Voilà, on est très heureux et très fiers d'elle. Ce soir, un beau spectacle avec beaucoup de jeunes Nigériens, des jeunes de la sous-région, des jeunes du monde entier en fait, qui confirment le fait que la culture c'est le partage et que le Niger est un grand carrefour culturel, un grand carrefour humain. Le festival Rue Danse Niger, 6e édition, c'est du 16 au 21 octobre 2019 sous le thème « Danser pour exister ». Disport également dans cette édition à une semaine du démarrage de la saison sportive 2019-2020 du championnat national de football de la Super League nigérienne. Tout est fin et prêt au stade Lawan Didi Manzo de Zander qui s'apprête à accueillir ces belles rencontres pour le compte de cette année. Ben Salah Moussa depuis Zander. C'est le 25 octobre prochain que va démarrer la saison footballistique 2019-2020 au Niger avec le championnat de la Super League regroupant 14 clubs dont 10 à Niamey, 1 à Maradi, 1 à Tawa, 1 à Arlita et 1 à Zander. Il faut attendre le 27 octobre pour que l'Espoir jouera son premier match à domicile contre l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. À un peu plus d'une semaine du début de ces championnats, le stade régional Londidi Manzo de Zander se porte bien. Le moment venu, les équipes vont évoluer sur le stade Londidi Manzo de Zander, puisque nous n'avons pas d'autres problèmes, parce que l'année passée, c'est là-dessus qu'on a pu finaliser le championnat. Et je crois que cette année aussi, on va redémarrer sur la même pelouse. Donc vraiment, nous pensons qu'il n'y a aucun problème par rapport à l'utilisation de la pelouse. C'est les compétitions. Et puisque les travaux traînent à être finalisés, et je crois que nous serons vraiment cette fois-ci, vraiment des dispositions ont été prises avec les autorités régionales et municipales pour que vraiment ces problèmes soient vraiment dépassés. Parce qu'on a tourné cette page. Et Inch'Allah, les matchs se dérouleront normalement sur la pelouse du stade Lawandidi Manzo de Zander à partir du 27. L'on note cependant quelques difficultés liées au grenier de la pelouse, même si la Ligue, en commun accord avec la Fédération, ont répondu positivement en faveur des joueurs des différents clubs de la ville. Tout dernièrement, après un match amical, la Ligue a fait sortir quelques sacs, un reliquat de l'année passée, qu'on a eu à épandre sur la pelouse. On a eu à mettre quelques sacs là-dessus, mais toujours est-il qu'il y a des insuffisances. Mais puisque c'est ce que nous avions, pour ça, là, nous n'allons pas déplacer nos matchs ailleurs. Nous allons livrer nos matchs à domicile, Inch'Allah. Tout va bien, nous n'avons aucun problème. C'est les fanions, c'est les filets qu'il faut mettre, et puis je crois que ça, là, nous en avons. Donc la fédération doit aussi venir en appui à la Ligue pour qu'on puisse faire ces compétitions-là sans problème. Des gradins à la tribune officielle, de la pelouse au filet, points de corner et grillages séparant les joueurs et les supporters se portent bien. C'est dire que le stade régional Londidi Manzo est fin prêt pour des rencontres époustouflantes et flamboyantes durant cette saison 2019-2020 dans la capitale du Damagaram. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.